Face à cette société, à cet État menaçant, est-ce que les Occidentaux qui montent en gamme doivent aller jusqu'à donner des avions? On va voir ce qu'il en est de l'aviation russe, mais côté occidental. Est-ce que c'est mûr d'après vous? Tout à l'heure, John Kirby, représentant américain, non, il disait pour l'instant ça ne bouge pas. On en reste au no de Joe Biden. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Titelman? Moi, je suis mûr pour donner des avions de chasse depuis un an. Non, mais en fait, on est toujours... On donne au dernier moment, juste avant que les Ukrainiens s'effondrent, pour qu'ils puissent continuer leur guerre. Alors, très clairement, les Occidentaux, les soutiens de l'Ukraine, veulent donner à chaque fois une chance à Poutine de se retirer honorablement. Exactement. Et puis, vu qu'il continue à ses offensives, on continue à aller une couche au-dessus. Mais oui, on finira par les donner. Depuis le mois de juillet, les États-Unis ont officiellement budgété la formation de pilotes ukrainiens, mois de juillet. Donc, si on part sur une formation de 6 mois, 8 mois, 1 an, ça doit quand même arriver d'ici le printemps. Je suis persuadé, personnellement, que Zelensky, qui soutient beaucoup maintenant Emmanuel, comme il l'appelle, il a dit qu'il avait reçu des choses dont il ne pouvait pas parler. Excusez-moi, mais on a déjà donné des avions de chasse, on a déjà donné des chars. Qu'est-ce qui manque à part des avions de chasse? Donc moi, je suis assez convaincu qu'on a déjà validé le don de ces avions de chasse qui vont arriver dans les prochains mois et que des Ukrainiens sont en formation aujourd'hui. Il y a une lettre qui a été envoyée à Joe Biden par un groupe bipartisan du Congrès, donc des républicains et les démocrates ensemble, qui disent, alors c'est un petit groupe, mais c'est un groupe quand même, qui disent il faut donner des avions, des F-16 à l'Ukraine. Et c'est vraiment intéressant, donc les deux partis qui sont ensemble pour faire cette demande à Joe Biden. La bataille du ciel est-elle en train de se préparer? Qu'est-ce qu'on sait du côté russe? Alors, selon plusieurs sources, une attaque aérienne russe serait en préparation. C'est le Financial Times qui le révélait mardi. La Russie serait en train de masser à la frontière ukrainienne ses avions de combat et ses hélicoptères pour appuyer une éventuelle offensive au sol. Et pourtant, une telle attaque serait peu probable. Ce sont les services de renseignement britanniques qui l'affirment. Selon cette note qui a été publiée hier, si l'armée russe agissait ainsi, sa flotte aérienne subirait de bien trop lourdes pertes. Voilà ce qui est dit. Il est peu probable que les forces aérospatiales russes se préparent actuellement à une campagne aérienne de grande envergure, car dans les circonstances actuelles des combats, elles subiraient probablement des pertes d'avions trop conséquentes. Alors, la raison à cela, ce serait tout simplement l'efficacité de la défense anti-aérienne ukrainienne. Parce qu'à cause d'elle, toujours selon le renseignement britannique, les avions russes sont obligés de limiter leur champ d'action, de se contenter d'intervenir au-dessus des territoires qui sont déjà contrôlés par les Russes, ce qui les empêche de remplir efficacement leur rôle clé de frappe, toujours selon le renseignement britannique. Le deuxième handicap des Russes, c'est qu'ils appliquent la stratégie du dispersed basing. Alors, on a traduit par base dispersée, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais les avions sont stationnés loin les uns des autres et constamment déplacés. Ça, ce serait bien sûr notamment la conséquence, bien sûr, du bombardement des bases aériennes d'Engels et de Diaghilenko le 5 décembre dernier. On se souvient que 2 bombardiers lourds russes et un bombardier supersonique toujours russe avaient été endommagés. Alors, le résultat de cette prudence aujourd'hui des Russes, c'est que malgré la perte de 130 avions avec leur équipage, il leur reste tout de même aujourd'hui 1500 avions militaires qui sont intacts et qui sont prêts à intervenir. Alors, la Russie va-t-elle privilégier la prudence ou bien jouer cette carte maîtresse sur le terrain? Selon les Ukrainiens, les avions abattus au-dessus de Kiev, on s'en souvient cette semaine, auraient pu servir soit à déclencher les services de défense antiaérienne à Kiev et donc à repérer les positions de ceux-ci, ou bien à obliger les Ukrainiens à gaspiller cette précieuse arme défensive. Est-ce ou non la preuve que cette offensive aérienne se prépare? La question est ouverte. Florence, merci. Comment expliquer ce mystère, Xavier Titelman? Pourquoi les Russes sont-ils si timorés, pour l'instant, on voit que ça peut évoluer, mais pour l'instant, à entrer dans l'espace ukrainien? Très clairement, c'est à cause de leur perte. Ils ont perdu énormément de chasseurs, de pilotes expérimentés, de dernière génération, des Sukhoi 30, Sukhoi 34, Sukhoi 35, tout ce qu'il y a de mieux. Vous avez évoqué le fait que les Russes soient obligés de retirer leur aviation stratégique après les attaques d'Engels, mais c'était la même chose même sur la Crimée. Ils ont retiré les Sukhoi 35 de Crimée, qui est l'avion le plus moderne, l'avion de chasse le plus moderne dont ils peuvent disposer. Et aujourd'hui, depuis le mois d'avril, l'aviation russe ne passe plus la ligne de front. Donc éventuellement, il faut du soutien aérien rapproché, mais même sur des grandes attaques comme Vuhledar, qu'on vient de voir, qui s'est terminé quand même par un grand massacre pour les Russes, on n'a pas vu un seul avion de chasse en soutien. À Kherson, quand il y avait les grandes batailles, les Russes demandaient du soutien aérien qu'ils n'obtenaient pas.
et ils appelaient sur les médias sociaux pour que ça se sache et pour qu'il y ait quand même un soutien qui n'est jamais arrivé. Pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas ? Simplement parce que la défense aérienne ukrainienne est trop intense, est trop dense, et en plus elle est aujourd'hui d'une densité énorme. Les 3/4 des missiles envoyés sont interceptés, et pour des petits missiles de basse altitude qui sont quand même plus ou moins furtifs parce qu'ils sont en plastique ou en bois pour certains avec les moteurs, les avions de chasse, ça va être un vrai carnage. Donc aujourd'hui, pour moi, le seul potentiel d'intérêt d'avoir autant d'avions qui sont massés autour de l'Ukraine, ce serait d'imposer à l'Ukraine de disséminer ses forces un petit peu partout, si bien qu'il y aura une moins bonne défense sur certains sites stratégiques, les centrales électriques, des grandes villes par exemple. Oksana. On a une opinion à ce sujet de la part de l'armée ukrainienne, bien sûr, c'est que c'est plutôt une opération psychologique pour donner peur aux armées ukrainiennes en disant oui, il y a tellement d'avions, il y aura les attaques et tout. Mais comme vous avez dit, Xavier, je parle sous votre contrôle, il paraît qu'ils sont vraiment en perte majeure des pilotes, des vrais pilotes. Et maintenant, ils ont les pilotes qu'on appelle en russe, c'est желторотики, c'est ceux qui ont la bouche jaune, ça veut dire c'est 3e, 4e année d'études. Ils savent voler, mais ils ne savent pas se battre. En français, on dit les baies jaunes. Voilà. Comment vous dites ? Les baies jaunes. Les baies jaunes, voilà. Ouais. Et ces baies jaunes, ils ne sont pas capables de voler en masse. À deux, c'est déjà trop compliqué pour eux. Escadrille, quand il y a beaucoup, c'est impossible. Et imaginer une grande bataille aérienne comme sur les images de la Deuxième Guerre mondiale, c'est impossible. Donc, c'est plutôt une opération psychologique. Oui, pendant la bataille d'Angleterre, ce qui manquait à l'Angleterre, c'était pas les Spitfire ou les Hurricanes, c'était les pilotes. À un moment donné, ils ont Et là, c'est pas la chair à canon. Là, il faut une formation de pilote. Et donc là, Xavier, c'est beaucoup mieux que moi que pour former un pilote, il faut pas. C'est pas un pilote de char. Il faut pas 10 heures de pilotage de char. Il y avait des pilotes de Spitfire qui avaient 10 heures de pilotage. Mais aujourd'hui, pour piloter, je dirais un Sukhoi 35, il faut quand même des centaines d'heures d'expérience sur différents avions. Donc, quand les pilotes sont plus là, c'est la matière première. Même s'ils disposent des vecteurs, à un moment donné, c'est un peu comme l'encadrement pour la troupe. Quand l'encadrement n'est plus là, les troupes ne savent plus manœuvrer. Et puis les avions avec des pilotes médiocres parce qu'ils ont perdu les meilleurs, et ben ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, une armée qui n'a pas perdu la totalité de ses avions, mais qui a perdu la supériorité aérienne. Et c'est exactement ce que j'allais dire. À mon avis, ils ont quand même les pilotes nécessaires si vous voulez lancer des grandes opérations, simplement comme ils ne maîtrisent pas le ciel, notamment parce que technologiquement, les missiles qui sont censés remonter jusqu'à l'origine d'un radar pour détruire la défense aérienne, il manque de missiles intelligents. Ils n'ont pas ces missiles en masse, et c'est pour ça que jusqu'à maintenant aussi, ils ont perdu beaucoup d'avions, c'est qu'ils sont obligés de passer à la verticale de leur cible plutôt que de rester à 25 km avec une précision métrique comme on aurait avec des bombes JDAM. Eux, ils vont être obligés de survoler leur cible en espérant que ça tombe bien, et donc le bombardement est très peu précis, mais en plus, ils se mettent à portée de tir depuis l'épaule. Si on vous écoute, l'entrée en jeu de l'aviation occidentale ferait un carnage, ou en tout cas, ça donnerait aux Ukrainiens une progression tout à fait considérable. Ça rééquilibrerait. Alors, si on fournissait des équipements, effectivement, par exemple, on imagine des avions, des F-16, des Mirage 2000, qui pourraient envoyer des bombes, avec plusieurs centaines de kilos d'explosifs. C'est pas de l'artillerie avec 10 kilos, c'est des centaines de kilos. Et là, on détruit complètement, par exemple, une ligne de défense russe, et ça ouvre la voie pour des chars qui pourraient avancer derrière. On pourrait, et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait avec les MiG-29, sur lesquels les Américains ont intégré des missiles qui, à contrario de ce que les Russes n'arrivent pas à faire, remontent jusqu'à l'origine d'un radar, et ils ont détruit, y compris des systèmes de défense S-400, à plus de 2 milliards de dollars l'unité. Donc on est sur une disproportion technologique qui fait que les Russes, ils ont la masse, mais ils peuvent simplement pas l'utiliser. Et là, parce qu'ils auront la certitude de perdre les 3/4 des avions qu'ils vont envoyer. Mais alors, est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de bombes à guidage laser ? Ils en ont, mais ils n'ont pas de pod de désignation. Ah voilà. Il y a un écosystème russe, ils font des choses qui sont... Waouh, quand on les regarde. Moi, j'étais un grand fan de tout ce qui était russe jusqu'à la guerre. Pour être très clair, on a vu à quel point il y avait un décalage entre l'impression qu'on pouvait en avoir. C'est le catalogue, c'est l'effet catalogue. Mais oui, mais enfin, je veux dire, ces hélicoptères qui sont extraordinaires, le Kamov 52, je le voyais en démonstration, j'avais les yeux qui brillaient. Et on découvre que finalement, on l'abat avec une Kalachnikov parce qu'il n'est pas blindé, contrairement à ce qu'on croyait. Mais tout ça, c'est absolument aberrant. J'écris dans un magazine Air et Cosmos. J'ai dit du bien, j'en suis désolé, de l'aviation, de la défense aérienne russe qu'on croyait être la meilleure du monde depuis le début. C'était une déception incroyable. Et l'assaut aéroporté, que vous voyez des images ici de Hostomel, c'est au 3e jour de la guerre. L'assaut aéroporté,
un échec complet. La guerre aurait changé s'ils avaient réussi cet assaut aéroporté. Ça a été un désastre. Et s'ils avaient réussi, ils auraient pris l'aéroport de Stomé, ils auraient eu un point de passage pour attaquer Kiev beaucoup plus facilement. Mais tout ce qu'ils ont tenté avec leur aviation, c'est soldé par des échecs, du bombardement, et même la guerre de l'hiver, qui finalement, c'est toujours de l'aérien, en essayant de bombarder. Pour la première fois cette semaine, la totalité de l'Ukraine avait de l'électricité. La totalité, il n'y a pas une ville dans laquelle il n'y a pas d'électricité. D'ailleurs, on a fêté notre première victoire. Aujourd'hui, on a dit on vit 5 jours sans coupure d'électricité. Et même les jeunes, ils se plaisantent sur Internet. Ils disent il y aura l'électricité toute la journée. Vous voyez, donc c'est notre première guerre. On a gagné la guerre de la lumière. On parlait des risques encourus par l'aviation russe et c'était une des raisons probablement pour lesquelles aujourd'hui il n'y avait pas cette offensive aérienne qui semble pourtant se préparer. Quel risque encourrait l'aviation ukrainienne si jamais elle se lançait, elle, dans cette offensive? Vous dites vous-même qu'on peut entendre très bien dans les propos d'Emmanuel Macron que ces avions vont finir par arriver. Est-ce qu'on s'expose à de lourdes pertes avec des pilotes qui auront eu une formation relativement courte sur certains de ces appareils? Tous les jours, l'aviation dans les deux camps vole et a des opérations de soutien sur ses activités au sol, mais ne pénètre pas l'espace aérien en face. On n'imaginera jamais d'avoir des combats aériens, par exemple. Parce que là, par contre, les Sukhoi 35, ils ont une portée qui est infiniment meilleure que les équipements soviétiques d'aujourd'hui. Il pourrait y avoir un rééquilibrage, mais la défense aérienne russe, qui porte également très loin, pourrait taper des avions ukrainiens au-dessus du territoire ukrainien. Donc on se contentera d'avoir un soutien des opérations au sol, ponctuellement en mode destruction des objectifs très bien ciblés, très bien définis. Il pourrait avoir une grande efficacité. Et éventuellement, on pourrait presque s'en passer si on donnait une grande quantité de missiles de précision, comme les futurs Small Diameter Bombs qui pourraient être lancés, mais ce n'est qu'à la fin de l'année. On pourrait éventuellement avoir des drones de combat. Avant de donner des avions de chasse, on pourrait imaginer que les Américains donnent des drones de combat. Avec une difficulté, c'est que les drones, on ne peut pas prouver, puisqu'ils sont contrôlés par satellite, on ne pourrait pas prouver que ce soit des Ukrainiens qui s'en servent, on pourrait accuser les Américains d'être directement à l'offensive. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne donnent pas ces drones, qui sont l'étape intermédiaire, pour ne pas... Est-ce qu'on peut prêter aux Occidentaux l'arrière-pensée, en tout cas certains d'entre eux, d'avoir peur de donner trop de puissance? C'est-à-dire que là, tout à coup, on franchisse un seuil où, souvent les Ukrainiens ont dit ça, ils ont reproché aux Occidentaux de dire, vous avez l'air de dire, on est trop puissant. Mais on le sent dans l'entretien que vous avez eu avec John Kirby tout à l'heure sur la question des avions notamment. Et moi, je pense que souvent, quand cette question elle est pensée, on pense aux frontières de la Russie telles qu'elles sont internationalement reconnues. Mais je pense qu'en réalité, les avions, il y a aussi le cap de la Crimée. Il y a encore pas mal de pudeur, et on l'a senti dans cet entretien, autour de cette question. Parce qu'avec ces avions, la Crimée, elle est véritablement... à portée de missiles, puisque ce n'est pas tant l'avion qui est important, mais ce que vous allez mettre à bord ou ce que vous allez arrimer. Et la direction où vous allez. Ah ben voilà. Donc là, ça va devenir une vraie réalité. Mais... Vous y faites allusion, pardon, je vous interromps, mais écoutons ce que dit John Kirby. Oui. Effectivement, à ce sujet-là, il faut plusieurs fois revenir au sujet pour qu'ils disent la Crimée. D'abord, ils disent l'Ukraine décidera, mais l'Ukraine elle a déjà décidé, elle veut récupérer la Crimée. Il finit par dire que la Crimée est ukrainienne. La Crimée, c'est l'Ukraine. Et de toute évidence, nous souhaitons que toutes les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine soient respectées. Et nous n'avons jamais avalisé l'annexion de l'Ukraine. Et nous ne le ferons jamais. Mais où et quand le président Zelensky conduira ces opérations, ce sera sa décision. Voilà. Pourquoi autant d'hésitation sur la Crimée, sur l'avion et sur la Crimée, puisqu'on comprend, vous avez fait le lien, que les deux se tiennent. Pourquoi ? Problème de syndic de copropriété, en fait, la Crimée. Oui. La question étant de savoir si la Russie paye actuellement les 78 millions de dollars qu'elle est censée verser pour l'allocation, effectivement, du QG de la flotte de la mer Noire. Mais ce qui est particulièrement, si vous voulez, frappant, et c'est pas si anecdotique que John Kirby mette quand même... c'est-à-dire c'est une gestation, c'est un moment compliqué pour lui de formuler les choses de manière aussi explicite. Ça veut dire quoi ? Il est quand même directeur de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale auprès de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on a ? On a une cinquantaine de nations alliées de l'Ukraine qui ont du mal à définir de manière précise les objectifs et les contours de la victoire. Tout à l'heure, vous parliez de ciblage extrêmement précis. Si on n'est pas capable de s'entendre sur la définition exacte des objectifs,
et du ciblage, c'est très compliqué d'avancer. Et ça va impacter la temporalité de l'aide et les pudeurs, etc. Mais inversement, je crois que ce qui crée du dissensus également à l'intérieur de ces nations, c'est l'incapacité de définir ce qu'est la défaite de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle on a ces formules parfois un petit peu alambiquées du président Macron qui dit la Russie ne doit pas l'emporter. Et puis derrière, l'agression russe, donc pas la Russie, l'agression russe doit échouer. Je pense que les deux présidents, Macron et Zelensky, ils vont trouver la solution. Ils vont donner la réponse. Non mais après, moi, je suis convaincu que peut-être que nous, on n'a pas une vision stratégique sur ce qu'on appelle une victoire. Les Ukrainiens, ils savent très bien pour eux, c'est clair. C'est clair. Et d'un point de vue tactique, ils savent très bien ce que les avions de chasse leur apporteraient. Les Britanniques ont dit qu'a priori, ils donneraient des missiles de croisière. On pense au Storm Shadow, 500 km de portée, 500 kg, précision métrique. Le pont de Crimée, qui est plus ou moins en train d'être réparé dans les prochaines semaines. A priori, il va peut-être rouvrir. Un avion de chasse, 500 km, il n'y a aucun problème. On reste très largement hors de portée des systèmes de défense aérienne russes, qui de toute façon n'arriveront pas à les arrêter. Et là, on remet à mal pour de bon la logistique russe sur tout le front sud. Et ça, c'est des objectifs tactiques très précis qu'on pourra atteindre dès demain avec des avions de chasse. Exactement, non, mais je confirme tout à fait cette vision de stratégie. Mais je pense que, vous voyez, la ligne rouge de la discours de Zelensky, qu'on manque de détermination. Il a appelé tout le monde qui était là dans la salle. Il a fait un appel à la détermination. Et je pense que son tempérament, ce courage de Zelensky maintenant, avec cette ampleur quand même montante à Munich, ça va former une... Oksana, on va finaliser dans une négociation, évidemment, on ne dévoile jamais ses cartes. Mais vous savez bien ce que pensent beaucoup d'Occidentaux. Gallagher le rappelait à sa manière tout à l'heure. Si on pouvait sortir de la guerre, si la Russie gardait la Crimée, beaucoup d'Occidentaux se diraient « ouf ». Trouvons un accord comme ça. Ça va provoquer une autre guerre. Comment est-ce que vous imaginez? Non, il ne faut pas céder ça parce que ça va. Vous savez, toutes les guerres devaient bien finir. Si cette guerre finit mal, ça veut dire pas avec la récupération de Crimée, ça veut dire que ça va déclencher une autre guerre. Donc, et pour finir une fois pour toutes, il faut que l'Ukraine récupère tous les territoires qui étaient reconnus internationalement en 1991.